Hé, vous êtes là? Générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Querelle. Aujourd'hui, on va parler de ma sélection des films sur les plateformes de streaming. On est au mois de mars 2021, les salles de cinéma ne sont toujours pas réouvertes, donc on se console en regardant des films ou des séries sur les plateformes. Vous voyez peut-être que j'ai l'air très fatigué et c'est parce que hier soir j'ai été happé en me replongeant dans The Strain, une série que j'ai déjà vue mais que j'ai redécouvert sur Star, l'onglet de Disney qui propose des films et des séries un petit peu plus adultes. Là, on est sur du moins de 16 ans, je crois. Et effectivement, c'est assez corsé. C'est une série produite par Guillermo del Toro. Il a aussi réalisé des épisodes et on est exactement dans son style. Moi, je trouve ça génial. Ça plaira pas à tout le monde, mais un peu comme ses films. Je vous rappelle que c'est le réalisateur du Labyrinthe de Pan, de Pacific Rim ou encore de Hellboy et plein d'autres films très intéressants. Certains sont des chefs-d'œuvre. J'ai un plaisir coupable pour Pacific Rim, mais bon, ça, je peux comprendre qu'on ait des réserves. Toujours est-il qu'il a pris son talent, sa puissance créatrice pour revisiter le mythe des vampires et qu'il en a fait une épidémie tout en reprenant quand même des éléments qui nous ramènent pas à Dracula mais à ce type de maître esclave. C'est vraiment génial et c'est hyper bien filmé pour une série télé. Je trouve que c'est vraiment du très très haut niveau. Comme dans toutes les séries, tout n'est pas égal. Il y a des moments un petit peu plus lents, il y a des moments un petit peu plus creux, mais globalement, même si toutes les saisons aussi ne sont pas égales, c'est véritablement un régal. Pour ceux qui aiment les histoires de vampires, c'est un petit peu malsain, un petit peu dégueu, assez gore. J'adore. C'est un classique, d'aucuns diraient que c'est vu et revu, mais peut-être que la jeune génération n'a jamais découvert Good Morning Vietnam. Évidemment, c'est le film avec Robin Williams qui se passe pendant la guerre du Vietnam. Il est animateur radio, il a un comportement un petit peu non conventionnel et sa tendance à vouloir dire les choses passe très mal avec ses supérieurs hiérarchiques, puisque évidemment la guerre du Vietnam se passe mal pour l'armée américaine, le gouvernement et l'armée sont embarrassés et son comportement le met dans des situations difficiles. C'est une vision un peu fantasmée de la guerre du Vietnam, mais c'est toutefois un film très touchant et intéressant que si vous n'avez pas vu véritablement, je vous conseille, c'est quasiment obligatoire. Un peu caché, il y a Looking for Richard, le film réalisé par Al Pacino sur une pièce de Richard III qui est montée par des acteurs. Il joue la comédie évidemment, il aurait tort de se passer en tant que réalisateur du talent de Al Pacino. C'est assez fort, c'est bien fait, c'est une belle surprise. Si on compare avec les tentatives de réalisation de Robert De Niro, c'est largement au-dessus. Une petite pépite, un film indépendant que je vous conseille. Il y a un cinéaste qui divise parce qu'il a un style qui est rien qu'à lui inimitable et qui est assez clivant parce qu'il y a des gens qui sont étanches effectivement à sa façon de réaliser. Personnellement, j'adore ça et si vous n'avez pas vu les films de Wes Anderson, il y en a 3 sur Disney+ qui valent véritablement le détour. Il y a Royal Tenenbaum, qui s'appelle en français La famille Tannenbaum. Il y a le Grand Budapest Hotel et le Darjeeling Limited. Alors pour moi, le meilleur dans cette série, c'est le Budapest Hotel qui se passe un petit peu dans une vraie fausse Europe, c'est-à-dire qu'on est dans un pays, on ne sait pas si on est en Autriche, en République tchèque, en Pologne. En tout cas, on est dans l'est de l'Europe et on voit l'histoire d'un jeune homme et de son mentor dans un hôtel au milieu de la guerre, vivent des histoires assez fantasmagoriques avec des passages de stop motion, d'animation assez anachroniques, mais ça va très très bien dans le style de Wes Anderson qui peut, avec son contrôle de la caméra et du jeu des acteurs, finalement prendre de la distance avec une mise en scène qui passe véritablement par des maquettes. Ça n'est pas archi réaliste,
mais c'est extrêmement touchant et en tout cas toujours amusant. Et c'est pas du rire, qui tâche, du rire facile, c'est du rire un petit peu délectable. C'est notre, intellect qui est, appelé à trouver de l'humour dans ce type de film. Je trouve ça extrêmement plaisant et évidemment, on attend la sortie du film qui a été tourné, déjà depuis un moment, qui est The French Batch, donc qui n'a toujours pas de date de sortie. Vous avez peut-être vu l'interview sur la chaîne de Alexandre Steiger qui joue dedans, qui est une connaissance de longue date de l'équipe de Querelle. Allez voir Wes Anderson, c'est vraiment un super réalisateur. Alors là, c'est du rire qui tâche un petit peu plus. Je vais vous parler des frères Farrelly. Il y a plusieurs films, notamment Marie à tout prix et Fou d'Irène. On est dans le délire, parfois scabreux, scatologique. C'est très con et c'est très très drôle. Mais je mettrais quand même une note particulière à Marie à tout prix. Dans Marie à tout prix, on voit tout ce que les hommes sont prêts à faire avec leurs profils différents pour séduire une femme. Cette Marie a une espèce d'aura absolument incroyable et tous les hommes la veulent. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Il y a des scènes de burlesque absolument mémorables. Je pense au chien qui est réanimé avec les fils électriques. C'est un immanquable. Éloignez les plus jeunes du poste. Prenez un peu de recul si vous n'aimez pas l'humour avec une certaine forme de vulgarité, parce que à la fois c'est vulgaire, mais c'est fait avec un raffinement et une précision dans la mise en scène, dans le timing, dans le dialogue, dans le jeu des acteurs, qui mérite véritablement de considérer que Marie à tout prix est un chef-d'œuvre. Autre chef-d'œuvre disponible sur Star, je ne l'avais pas vu sur les plateformes avant, donc c'est quand même pour moi un événement, mais peut-être que vous me direz en commentaire que c'était déjà sorti ailleurs. C'est le film de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Donc c'est l'adaptation d'un roman de Robert Heinlein. Alors si vous ne l'avez pas lu, c'est assez intéressant et c'est assez différent quand même du film. On appelle à croire que Paul Verhoeven est allé faire cette adaptation à contre-cœur, qu'il a dû être convaincu, puisque finalement il s'est engagé dedans. Il a même lui-même réalisé des bandes démos pour montrer que les extraterrestres arachnides pouvaient exister, pour que les producteurs finalement aillent au bout du projet. Mais au départ, il n'était pas fan de la nouvelle. Je pense qu'il a mêlé des idées qu'il avait lui avec le bouquin, ce qui crée véritablement les différences dans l'adaptation. On est sur un film avec une distanciation brechtienne, puisqu'il utilise finalement des acteurs qu'on pourrait croire médiocres, mais qui surjouent comme dans une sitcom volontairement. Il faut de la distance parce que, notamment les pastiches de films de Leni Riefenstahl qui, montrent les soldats qui sont habillés dans des uniformes qui volontairement évoquent, le nazisme et qui montrent que les humains ne sont pas forcément les bons, en tout cas que le régime autoritaire et militaire, des humains face aux arachnides, c'est pas forcément un groupe de bonnes personnes. Le film est exaltant, formidable. Il y a la musique de Basil Polidouris, je pense que c'est une de ses dernières BO. Basil Polidouris, pour mémoire, c'est lui qui a composé comme premier score, quand il est sorti de l'université, la musique de Conan le Barbare, donc c'est vraiment une pointure. Donc je ne peux pas vous mettre d'extrait là, parce que sur YouTube, c'est compliqué, mais la musique, la réalisation, on est dans du pur Paul Verhoeven. Quand il fait de la SF, c'est exactement ce qu'on aime et ce qu'on veut voir de ce réalisateur. Chef-d'œuvre absolu. La dernière partie de la carrière de Brian De Palma est un petit peu en dents de scie, on va dire que c'est plus compliqué. Mais le dernier éclat avant le début du déclin, véritablement pour moi, c'est Snake Eyes. Snake Eyes, c'est une intrigue simple qui se passe dans une arène de sport où il y a un match de boxe. Le personnage interprété par Nicolas Cage va découvrir une vérité sur un complot mené par un de ses amis militaires. C'est un suspense à la De Palma. Le film a été mis beaucoup en avant pour sa première scène qui a un plan séquence d'anthologie comme seul De Palma peut en avoir le secret. Mais le film vaut beaucoup mieux que ça. C'est un petit film, c'est une histoire assez anecdotique puisqu'il se déroule quasiment en temps réel, et d'ailleurs le ton est donné par le plan séquence du départ, mais finalement, si on le déconstruit, si on revient en arrière, c'est véritablement un formidable film qui met tout le talent en avant
de Brian De Palma. Et comme je disais, par la suite, même s'il y a des femmes fatales, sa carrière a un petit peu baissé de niveau. C'était déjà disponible ailleurs, mais Disney+ nous propose Volte-Face de John Woo. Vous l'avez peut-être vu, je l'ai vu 50 fois. On en reparlera sûrement lors de notre live qui se passe dimanche sur John Woo. Je vous invite à venir regarder. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez ce réalisateur hongkongais qui vient à Hollywood. Il a déjà réalisé 2 films à Hollywood un petit peu moins bons, et là, il réussit à faire le mieux de John Woo et dans le meilleur de ce que la production hollywoodienne sait faire pour des films d'action. Et on est sur un kiff énorme avec John Travolta qui s'amuse à jouer le méchant qui a pris la place du gentil, Nicolas Cage qui délire en méchant au début et qui est capable de changer complètement son jeu d'acteur pour devenir l'agent du FBI qui va essayer de réhabiliter sa propre personne. Bon, l'histoire est assez complexe, mais je pense que vous la connaissez. Ça évoque des films du passé comme Les yeux sans visage, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que si vous prenez la scène du face-à-face dans les miroirs de la fin, vous avez tout compris, c'est un chef-d'œuvre de réalisation et John Woo est au pinacle de son talent. Alors là, je vais vous parler d'un film qui a 28% sur Rotten Tomatoes, c'est-à-dire que c'est une très mauvaise note. Le public le monte au-dessus des 40%, mais ça reste quand même pas terrible. Et pourtant, moi j'aime bien ce film. C'est pas un film important, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un divertissement loufoque, c'est un cri dans l'océan. C'est réalisé par Stephen Sommers, celui qui a fait aussi La Momie 1 et 2. Et La Momie 1 quand même à retenir, puisque la mise en scène est assez chiadée. Dans Un cri dans l'océan, on se retrouve sur un navire, je pense touristique. J'ai un peu oublié les détails de l'intrigue, mais il y a une menace qui arrive des profondeurs de la mer sur le bateau. C'est un survival horror très fun, très ridicule, et c'est de l'action. Alors, je ne mettrai pas une note extrême à ce film, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est un vrai film popcorn à découvrir. Et peut-être que ça vous plaira, peut-être que vous direz que c'est de la merde, et vous pourrez me le dire dans les commentaires. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite surprise. Les effets spéciaux ont peut-être un peu vieilli, à l'époque c'était super, un peu comme La Momie, ça a pas mal vieilli les effets spéciaux, mais la mise en scène tient toujours la route, donc je vous le conseille. Évidemment sur Disney+ et Star, d'abord sont pas des sorties du mois de mars, puisque Star est arrivé le 23 février, on avait déjà fait une vidéo à ce sujet. Il y a beaucoup d'autres pépites à les découvrir. Si vous n'êtes pas encore abonné à Star, à mon avis, vous pouvez attendre un petit peu parce que si vous voulez voir Falcon ou binge-watcher WandaVision et le Mandalorian, il n'y a pas d'urgence véritablement à s'abonner à Disney Star, surtout que si vous ne l'avez pas fait avant, vous ne bénéficiez pas d'un prix réduit. Mais il y a quand même pas mal de choses et je dirais que l'avenir de la plateforme va se dessiner au fur et à mesure sur comment est-ce qu'ils vont aller piocher dans le catalogue qu'ils ont déjà et comment est-ce que leur production Disney, Marvel, Star Wars, Pixar vont venir enrichir le tout. On va dire que pour l'instant, il y a du potentiel. C'est pas le Netflix killer annoncé, mais je pense quand même que Netflix doivent l'avoir dans le rétroviseur et réfléchir à comment maintenir leur position de leader. Et d'ailleurs, sur Netflix, les films ce mois-ci que j'ai repérés, je commencerai et je dirais principalement ce mois-ci, ce sont 4 films de Bertrand Tavernier. Alors Bertrand Tavernier, c'est un peu un cinéaste à part dans le cinéma français, c'est-à-dire que arrivé après la nouvelle vague, c'est un auteur, malgré tout, mais qui s'appuie toujours sur des scénaristes qui fonctionnent un petit peu comme le cinéma d'avant, mais avec une mise en scène puissante, à jour sur les outils modernes. C'est vraiment un excellent faiseur. Et là, on nous montre 4 de ces films qui sont La vie et rien d'autre, L'horloger de Saint-Paul, Coup de torchon, Que la fête commence. Alors ces 4 films sont excellents. Personnellement,
j'ai un faible pour Coup de torchon. Coup de torchon, c'est l'histoire d'un policier d'une petite ville dans la France coloniale en Afrique occidentale. C'est un peu un raté. Il va se transformer pendant le film et devenir un assassin machiavélique. C'est un film choc. Philippe Noiret, un des meilleurs acteurs français qui ait jamais vécu, interprète le personnage principal avec force. C'est véritablement une claque ce film et je vous invite à le regarder. Et les autres films de Bertrand Tavernier, et y compris ceux qui ne sont pas sur Netflix, je pense à Capitaine Conan, à L627, qui sont véritablement des réussites et des films enthousiasmants. Netflix propose aussi, alors ça va commencer à devenir une marotte un petit peu, mais il y a une nouvelle saison de Shaun le Mouton, ça change un petit peu de titre, alors j'ai pas encore vu, mais peut-être qu'il y a des changements un petit peu à la ferme, donc ça s'appelle Shaun le Mouton, les aventures à la ferme, c'est peut-être pour distinguer, pour arrêter de dire saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé dans la production. Toujours est-il que je vais regarder ça avec grand intérêt et peut-être même que je ne vais pas attendre mes filles pour regarder parce que j'ai très envie de découvrir les nouveaux épisodes de Shaun le Mouton. Et maintenant, on va parler d'Amazon Prime. Sur Amazon Prime, il y a aussi un cycle qui est lancé, en tout cas une collection de 4 films de Terrence Malick. Terrence Malick, c'est un cinéaste géant qui filme les gens et les émotions comme elles ne sont filmées nulle part ailleurs. Une admiration de la nature, une contemplation, des musiques incroyables, souvent très simples, qui illustrent parfaitement les sentiments, et notamment, je le disais, c'est le seul cinéaste qui m'a fait voir le sentiment amoureux à l'écran. Les 4 films qui sont À la merveille, Night of Cups, Song to Song, Le Nouveau Monde. Et dans Le Nouveau Monde, c'est l'histoire de Pocahontas, donc cette indienne qui s'est retrouvée en couple d'abord avec un Anglais, puis un autre. Et d'ailleurs, c'est très surprenant, c'est que dans les adaptations de Disney, dans le film de cinéma, elle tombe amoureuse et part avec John Smith, mais comme dans la vraie histoire, dans Pocahontas 2, La Bouse, qui est sortie en vidéo un petit peu après, elle part avec un autre homme, et je dois dire que dans les princesses Disney, ça doit être un exemple assez unique d'une femme qui ne considère pas que sa vie est terminée quand elle a trouvé l'homme de sa vie, mais qui peut en changer quand elle découvre que l'aventurier un petit peu spartiate qu'elle a découvert en Amérique, enfin dans ce qui s'appelle nouvellement l'Amérique, et ben finalement elle va trouver quelqu'un de mieux ailleurs. Et voilà, une princesse Disney qui change d'avis, c'est pas mal. Mais là, on n'est pas dans un film Disney, c'est Terrence Malick. Il est lui aussi très beau, très contemplatif, un petit peu long dans mon souvenir, c'est-à-dire un petit peu en deçà de ses films précédents. Mais je vous invite à aller voir Terrence Malick et pourquoi pas en profiter puisqu'ils arrivent sur Prime. Je n'aime pas tellement les comédies musicales, à part West Side Story et L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais Hairspray m'avait bien plu. Hairspray, c'est un remake d'une ancienne comédie musicale. C'est fait par John Waters. Et John Waters, si on aime les couleurs, la folie, l'exubérance, on va y trouver son compte. Alors il y a John Travolta qui est grimé en femme. C'est très drôle, c'est délirant. L'actrice principale a une énergie folle, donc c'est à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Pas un chef-d'œuvre, mais vraiment une découverte sympa. On cite souvent Super 8 de J.J. Abrams pour parler de Stranger Things. Et parce que oui, lui aussi, J.J. Abrams est nostalgique des années 80. Il aimait les films à la E.T., les Goonies. Et il a voulu absolument faire Super 8 qui reprenait un petit peu tous ces canons des années 80, en tout cas qui nous situait à cette époque avec une bande de gamins, ce qui était un petit peu la thématique commune Goonies, E.T. Et il nous fait une fable de SF. C'est pas totalement réussi, mais c'est vraiment sympa. Et si vous ne l'avez pas vu, je dirais, peut-être pour vous resituer l'originalité de Stranger Things, c'est intéressant puisque Stranger Things n'est pas né de rien, mais vient bien de Super 8, qui a lancé, à mon avis, dans l'esprit des showrunners, réalisateurs de la série Netflix, l'idée de
la possibilité de recréer des bandes comme dans les années 80, ce qui nous plaisait énormément dans ces films et dont on est extrêmement frustré. On n'a jamais eu de suite à Goonies, ni de film dans le même esprit exactement. Voilà, Super 8 à découvrir. Le mois dernier, je vous parlais d'une série de films avec Eddie Murphy qui arrivait sur Prime. Parmi ceux-là, il y avait Un prince à New York. Eh bien, il y a une suite, Un prince à New York 2, qui va sortir ce mois-ci sur Prime. Alors, je ne sais pas si c'est un film qui devait sortir au cinéma. J'imagine qu'il a été rattrapé par la plateforme suite à l'impossibilité de le sortir au cinéma. Je ne l'ai pas encore vu. Est-ce que ce sera bien? Est-ce que ça vaudra le premier film? Je ne sais pas, mais ma curiosité est éveillée, donc je vous suggère d'aller jeter un œil, allez voir le premier d'abord, allez voir le flic de Beverly Hills 1. Fallait-il faire un film du Hobbit? Certainement. Fallait-il en faire 3 films? C'est moins évident. Pour cette trilogie, Peter Jackson rempile, c'est moins bon, c'est toujours divertissant, mais effectivement, si on compare au Seigneur des Anneaux, on a remplacé les orques en costume par des orques en images de synthèse. Vous savez comme je déteste ça, en tout cas quand c'est pas bien fait. Et là, bon, on est un peu là-dedans. Ceci dit, c'est sur Prime. Si vous ne l'avez pas vu, c'est assez divertissant et il y a des grandes réussites dans cette série, notamment le deuxième épisode avec le dragon. Je vous en dis pas plus. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Et si vous l'avez déjà vu, je pense que vous avez autre chose à faire parce que c'est assez long pour raconter une histoire qui était en un bouquin, là où le Seigneur des Anneaux était en 3 bouquins un petit peu plus épais. Et bien voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que les salles de cinéma vont réouvrir et que je referai plutôt des vidéos au sujet des films qui sortent au cinéma. Avant de vous abandonner, je vous rappelle qu'il est formidable de s'abonner à Querelle pour soutenir la chaîne, pour lui permettre de grandir et de faire mieux et plus fort à l'avenir. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez mettre un commentaire. Si vous avez des commentaires à faire, si j'ai commis des erreurs, ça m'arrive parfois, souvent. Donc en attendant de vous retrouver par exemple dans un live ou dans une prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, que la force soit avec vous. Ciao!